bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bienvenue sur l'émission Regard Croisé. Regard Croisé aujourd'hui, nous avons comme invité Dr Amadou Touré. Il est enseignant-chercheur. Dr Touré, bonsoir. Antoine. Ça va bien? Bien, ça va bien. Et cette semaine? Bon, ça va, c'est comme d'hab, ça va. Bien passé? Oui, avec trop de pluie quand même, ça va. Mais Bamako a été quand même bien arrosé pendant la semaine. Tout à fait, avec les lots d'embouteillage. N'est-ce pas? Merci bien. En plus du docteur Touré, il y a M. Abdallah Yatra, consultant. Yatra, bonsoir. Bonsoir, M. André. Ça va bien? Ça va bien. M. Antoine. Oui. M. Antoine, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et salut à mes co-débatteurs. Merci bien. Et M. Chekoumar Soumano, président des jeunes patrons du Mali, M. Soumano qui était un peu perdu. Bonsoir Antoine, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de Nouveau TV. Effectivement, ça fait quelques temps que je ne participe pas au débat, non pas parce que je ne veux pas, c'est parce que c'est des occupations professionnelles. Ah oui. Et je reviens d'un voyage lointain du Japon, où j'ai eu la chance, avec certains des jeunes patrons, on a pris part au Business Forum entre le Mali et le Japon, et également à la journée du Mali dans le cadre de l'Expo universelle. Et vous avez tous suivi, la délégation malienne était présidée par le PM, avec beaucoup d'opérateurs économiques, et on peut dire que la moisson a été fructueuse. Merci beaucoup. Donc la valise a été pleine. Oui, bon, en termes d'espoir et en termes d'opportunités. Merci beaucoup. C'est le Mali qui gagne toujours. Oui, tout à fait. Voilà, et nous allons parler sur différents thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est la charte pour la paix qui a été adoptée par le SNT, la représentation nationale. Ensuite, le Mali vice-champion de l'Afro-Basket, vraiment nos champions ont vraiment mouillé le Mao. Et nous allons terminer avec le voyage du Premier ministre au Japon et au Turkménistan. M. Soumano même était de ce voyage-là au Japon. Donc, je vais vers Dr Touré. Dr Touré, oui. La représentation nationale a adopté la charte pour la paix. Et cette charte-là, vraiment, le ministère même... Et là, le ministère de la Réconciliation, le ministre Ouagé a dit la paix à 100%, non, mais c'est un très bon début. Mais avant de commencer aussi, il faut voir aussi que quand nous faisons un peu l'historique de ces accords-là pour la paix, depuis Tamara 7, depuis Alger 2006, 2015, tout ça, on peut dire que cette fois-ci, ça y est, M. Touré? Oui, ça y est, parce que la particularité de la charte, c'est que ça a pris du temps au niveau du CNT. Les membres notamment ont apporté certaines modifications, ont certainement lu le document avant de l'approuver, faire la restitution. La particularité de cette charte, c'est qu'elle ne remplace pas l'accord, mais c'est un document de référence qui met un accent particulier sur l'implication de la société civile, l'implication de nos valeurs culturelles, l'implication d'une tierce personne, mais une médiation intermalienne. Donc la différence avec cette charte, c'est que dans les accords passés, il y avait deux acteurs principaux. Le premier acteur était l'État, le deuxième acteur, les groupes armés. La société civile était frustrée, elle était à côté. Donc la société civile n'avait pas un rôle à jouer. Donc, la communauté internationale était beaucoup plus présente. Plus présente. C'est-à-dire que les camps maliens ou les acteurs maliens n'étaient pas trop impliqués. Il y avait seulement l'État, plus les groupes armés, mais la société plutôt était, elle subit l'accord, elle participe, mais elle n'était pas actrice, elle n'avait pas un rôle qu'on l'avait dit. Dans cette charte, ce qu'on a constaté, cette charte met en premier lieu la société malienne. Elle met en premier lieu nos valeurs. C'est pour dire que ce sont les Maliens eux-mêmes qui se sont parlé. Ce sont les Maliens eux-mêmes qui se sont parlés. Et ce sont désormais ceux qui veulent venir, où il y a un problème, ça va se discuter entre Maliens. Donc c'est pour dire que cette charte va mettre seulement une médiation intermalienne. C'est les Maliens qui vont être démarchés entre eux, notamment, on l'avait dit, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les personnes peuvent être des points. Donc c'est pour dire que c'est une grande opportunité pour le Mali de corriger les échecs et les enseignements des autres accords. Et heureusement, cette charte n'est pas un accord, mais c'est un début de document, certainement qui va être promulgué pour encore développer le Mali dans le cadre de la paix et de la stabilité. D'accord. Monsieur Yatara, quand nous voyons cette charte pour la paix, ce sont les Maliens qui se sont assis, qui ont discuté, qui ont adopté quelque chose, et ça passe devant la représentation nationale. Est-ce que ce n'est pas une différence par rapport aux accords passés? Oui, c'est une différence en ce sens que c'est les Maliens du même bord qui se sont parlé. Alors qu'une paix ne se construit pas avec des personnes du même bord.
forcément une paix et une réconciliation doit se faire entre des personnes qui parlent pas le même langage. Sinon, il y a eu des exclusions. Bon, pas des exclusions, mais peut-être que la façon de convoquer n'a pas été, à mon avis, la meilleure façon. Vous comprenez, quand on fait un communiqué, on demande à ceux qui sont contre, enfin, ceux qui sont mis en marge de l'État de venir par un simple communiqué. Je crois que ça ne peut pas passer. J'ai dit, et je leur ai dit, il fallait les approcher physiquement et leur donner certaines garanties. J'ai dit, d'autres sont aujourd'hui au CNT, d'autres sont aujourd'hui au gouvernement, et ils sont passés par là. Mais s'ils sont à Bamako aujourd'hui, c'est qu'ils ont des garanties, ils leur ont toutes données. Sinon, ils ont tous des épées de Damoclès sur leur tête et des mandats sur leur tête. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'on leur a donné des garanties. Vous savez, ça ne m'a pas surpris, parce que tout simplement que, je l'ai dit sur ce même plateau, que ça passera comme une lettre à la poste au niveau du CNT. Et c'est ce il n'y a même pas eu de débat pratiquement. Et ça, en son article 106, la nouvelle charte disait de pouvoir passer. Le CNT même a été rencontré par la commission de rédaction de la charte. Donc, le CNT avait même demandé de faire passer la charte par référendum. Mais peut-être que la commission n'a pas retenu ça et a demandé tout simplement que ça passe par le vote au niveau du CNT et par la promulgation du président de la transition. Je l'ai dit et je le répète, c'est juste un document de référence qui, à mon avis, ne peut pas amener la paix aujourd'hui que nous cherchons. Nous avons une crise multidimensionnelle depuis 2012. Vous êtes d'accord que ce sera un bon début quand même? Je ne pense même pas. Vous savez, un document de référence, il a dit, c'est comme un document de politique publique. Comprenez, on aurait dû d'abord faire épuiser peut-être toutes les cartouches au niveau du dialogue intermalien. Vous savez, la charte pour la paix est une recommandation du dialogue intermalien. Et pratiquement dans sa thématique paix et sécurité, qu'il y avait une dizaine de recommandations à faire. Et c'est après avoir mis en œuvre ces dizaines de recommandations-là qu'on devrait passer à l'élaboration de la charte. Malheureusement, on n'a pas mis en œuvre les différentes recommandations, notamment de la thématique paix et sécurité. Mais les autorités maliennes ont fait comprendre que les portes ne sont pas quand même fermées. Mais oui, tout compte fait, il faut partir d'un point, quoi. Forcément, il faut partir d'un point. Mais la porte n'est pas fermée. Non, il faut partir d'un point, mais forcément, avant d'élaborer cette charte-là, il fallait d'abord appliquer les recommandations du dialogue intermalien dans sa thématique paix et sécurité. C'est ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a mis dans la charte pour la paix, c'est par rapport à quoi? La paix, la sécurité, la justice, la corruption, le développement, la communication, l'éducation. Toutes ces thématiques ont été approchées dans le dialogue intermalien et dans l'exercice national de référendations. On a fait que les répéter. Vous comprenez, quand on dit paix et réconciliation, c'est entre deux groupes, entre le Mali peut-être et ceux qui se sont mis en marge de la République. Forcément, il faut les rencontrer. Forcément, il faut les rencontrer. Pas ailleurs, mais au Mali. Tous ces désolés, tout doit se faire au Mali. On ne doit pas les rencontrer nulle part, pas en dehors du Mali, mais au Mali. Ah non, vous êtes d'accord sur ça? Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord avec le président de la transition qui a dit en dénonçant l'accord d'Alger qu'il va engager un dialogue intermalien pour qu'on puisse s'approprier un processus national de paix. Donc forcément, ça doit être inclusif ici. On doit se rencontrer, se parler entre nous. Et je ne dis pas que l'État ne doit pas rencontrer quand même, se mettre en face de ceux qui ont des armes. Effectivement, Sim l'a dit, ils doivent déposer les armes. Ça aussi, c'est une condition, c'est une porte de sortie aussi. Donc forcément, il faut les rencontrer, mais on ne peut pas élaborer une charte de la paix, l'appliquer sans les rencontrer. D'accord. Monsieur Soumano, un document fait par les Maliens, pour les Maliens et au Mali, selon vous, c'est un bon début pour la paix? Mais absolument, c'est un très bon début et il faut déjà féliciter les rédacteurs de ce document combien précieux et aussi féliciter les autorités qui ont eu cette heureuse initiative. Parce que, encore une fois, personne n'a dit que dès l'instant que le document il est fini, que ipso facto, il y aura la paix. Personne n'a dit ça. On a dit c'est la charte pour la paix. Le ministre même l'a dit. Voilà. Donc, il faut le répéter parce que, comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Donc, c'est un processus. Maintenant, ce que je vais peut-être préciser à mon voisin de droite, c'est que même les Nations Unies, quand en 1945, la charte des Nations Unies qui a été signée aujourd'hui, qui essaie de régler la question de conflit dans le monde, mais ce n'est pas l'unanimité au départ. Ce n'était pas tous les États du monde qui avaient signé. Les délais qui ont adhéré à cette idée, c'était dans les années 90. Mais aujourd'hui, il faut un début.
Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille discuter avec ceux qui ont déjà franchi les lignes rouges. Ça, c'est eux-mêmes qui se sont mis en marche. Et aujourd'hui, on ne peut pas, de mon point de vue, reprocher aux autorités de n'avoir pas associé ces personnes qui se sont elles-mêmes mises en marge. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, on a dit, oui, dialogue, mais ligne rouge à ne pas franchir. Donc celui qui accepte de franchir les lignes rouges, c'est auto-exclu. Donc tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Et aujourd'hui, les autorités ont eu une réponse militaire face, il y a une dizaine d'années, nos femmes sont montées en puissance. Vous avez vu, tout ce qu'on a connu par le passé est un mauvais souvenir. Aujourd'hui, évidemment, le terrain qui commande, c'est les femmes qui imposent leur puissance de feu sur le terrain. Et aujourd'hui, les djihadistes sont en train d'apprendre à leur départ. Et donc, de mon point de vue, quand on met en place un document, on élabore un document qui d'abord reconnaît le dialogue comme étant un outil précieux de la pacification du pays, et on a tendu la pêche à tout le monde. Le CNT même, il a dit, a été associé à cette démarche-là, qui a même souhaité que le document soit adopté par les référendums, même si ce n'est pas le cas. Mais moi, je considère que ça a à peu près la même valeur. Parce qu'il y a une adhésion. Votre co-débatteur dit que c'est par un simple communiqué qu'on a invité les gens. Bon, moi, je voudrais plutôt qu'on reconnaisse le travail titanesque abattu par les rédacteurs. Vous savez, tout ce qu'on va faire, il y aura toujours à redire. Il y a des gens qui vont toujours trouver à redire. Mais il ne faut pas seulement voir le côté négatif pour voir le côté positif. Il faut qu'on se mette dans une logique d'espoir, d'espérance, de mon point de vue. Et moi, je me dis, aujourd'hui, avant même que le président reçoive de façon officielle ce document précieux, mais il y a certains qui se sont désolidarisés des groupes armés, qui sont venus, qui ont déposé les armes. Mais ceux qui ne le font pas, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on ne les accuse pas? Pourquoi forcément il faut toujours voir la mauvaise foi de l'État malien? Pourquoi? Moi je ne comprends pas cela. Donc de mon point de vue, je pense qu'il faudrait que nous tous, on se mette d'accord, qu'on parle le même langage, qu'on dise ceux qui se sont mis en marge en tout cas de processus de réconciliation, ils sont à combattre, sans état d'âme. Maintenant, le jour où ils vont accepter de reconnaître leur tort, on leur tend la pêche et personne ne va les exclure. Maintenant, moi personnellement, par exemple, je n'ai pas été consulté, mais je me reconnais dans ce document-là. Ce n'est pas forcément qu'il faille être consulté pour se reconnaître dans ce document. Parce que la finalité, c'est ça qu'il faut voir. Qui ne souhaiterait pas qu'il y ait la paix au Mali? Qui ne souhaiterait pas qu'il y ait la réconciliation? C'est ça la question. Tout Malien, tout patriote, qu'il soit du Malien de l'intérieur ou de la diaspora, personne ne va dire non, nous ne voulons pas de la paix au Mali, nous ne voulons pas de la réconciliation. On est tous, en tout cas on est notre pays, on est tous unanimes sur cette aspect. Maintenant, ceux qui sont en marge, je peux vous assurer que c'est pas ce qu'eux veulent. Ils ne veulent pas de la paix, ils ne veulent pas de la réconciliation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la réponse, il faut la laisser aux autorités qui vont prendre les meilleures décisions. D'accord. Docteur Touré, chaque fois, c'est très bien de faire des beaux documents, mais en réalité, la mise en œuvre, c'est un problème ici en Afrique de façon générale et plus particulièrement au Mali. Chaque fois, on fait de très bonnes choses et on fait de très bons textes, de très bons papiers, mais en réalité, la mise en œuvre, souvent, ça n'arrive pas au bout du tunnel. Et cette fois-ci, avec ce processus d'élaboration de la charte, pensez-vous que ce document vraiment sera mis en œuvre à 100%? Oui, ce document, pour moi, a déjà... atteint les résultats escomptés. Pour m'expliquer, quand je parle de résultats escomptés, veut dire quoi? La particularité que cette charte, elle est malienne à 100%. Le financement, oui, elle est malienne, mais sa mise en œuvre, c'est autre chose. La mise en œuvre, je viens parce qu'on était habitué que certains sponsorisent nos accords, que certains financent. Ça veut dire que c'est le Mali qui a le financement. C'est-à-dire que le gouvernement doit financer, le gouvernement doit mettre ça en œuvre. Et c'est pourquoi je dis que les résultats escomptés seront atteints, parce que qu'est-ce qu'on a constaté dans les autres accords? C'était les belligérants qui étaient les acteurs de mise en œuvre, qui représentaient l'État dans certains contrées du pays. Et au moment où ils étaient belligérants, ils représentaient l'État parce qu'ils occupaient des fonctions étatiques. Et ils avaient en charge la mise en œuvre de l'accord. Non, ma question va au-delà. Le débat déjà est là. Maintenant, comment poursuivre le débat pas à pas? J'ai compris. Pour m'expliquer, c'est pour dire que la mise en œuvre va commencer quand? Avec la promulgation du président de la Commission et les commissions, l'observatoire.
Et ça a été dit qu'ils vont faire plus de communication, de sensibilisation. Mais la mise en œuvre commence déjà à porter les résultats. Ça veut dire que nous avons constaté de plus en plus que certains s'inscrivent déjà dans le cadre d'un dialogue intermalien. Certains déposent les armes, ils reviennent vers la République. Donc les résultats commencent déjà à être atteints. Maintenant, pour la mise en œuvre, spécifiquement dans les zones de tension, où les leaders ne seraient pas d'accord, mais les communautés, elles sont d'accord. C'est pour que les gens comprennent. C'est pour cela qu'on dit qu'elle a été participative, elle a été inclusive. Il y a les rapports, les villes ou les villages où il n'y a pas eu de rencontres, les rencontres décollées dans les chefs-lieux. Donc c'est pour dire encore que les états escomptés seront atteints parce qu'il y a la volonté politique et la mise en œuvre aussi sera suivie de pas par la commission qu'on appelle l'observatoire du suivi qui va être mise en place bientôt. Et pour dire qu'il n'y a pas de souci à se faire concernant la mise en œuvre, c'est que déjà il y a un ministère qui soutient, le ministère de la Réconciliation, qui a déjà les démembrements. Le ministère a beaucoup de structures qui, certes, je reste convaincu que ces structures peuvent mettre en œuvre la charte. Maintenant, les sabotages, il faut qu'on en tienne compte. Et cette fois-ci, il n'y a pas de sabotage parce que c'est les acteurs étatiques qui vont mettre en œuvre, en plus de la société civile, qu'elle a aussi un rôle primordial à jouer. D'accord. Monsieur Abdallah, notre pays quand même est un champion pour la production des textes, mais l'application des textes souvent, ça laisse à désirer, ça il faut le dire. Mais avec ce document, j'ai posé la même question au docteur Touré, et la mise en œuvre de ce document. C'est stipulé par le document lui-même. Il s'agit de la sensibilisation et de la vulgarisation de ce document. Je crois que ça a même commencé. Mais vous savez, le meilleur service qu'on puisse rendre à la transition, c'est de dire la vérité, et je le dis chaque fois dans le respect de nos autorités. Vous savez, la vérité a été cachée où? Non, je ne le dis pas. D'accord. Les personnes se reconnaîtront. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut... Qui ne sait pas que plus de 100 villages au Mali ont signé des pactes avec des djihadistes pour rester en paix aujourd'hui? Tout le monde le sait. Même les autorités le savent. Qui peut me dire que comment est-ce que Boni, sous blocus pendant 4 ans, a été libéré? Il n'y a même pas 4 mois. C'est par suite de négociations. Qui peut me dire comment Soumaïla Cissé, feu Soumaïla Cissé, a été libéré? C'est par négociation alors de la sécurité d'État, aujourd'hui Agence nationale de la sécurité d'État. Qui peut me dire comment les 4 chauffeurs marocains libérés, il n'y a même pas 4 jours à 5 jours, ont été libérés? C'est par l'implication de l'Agence nationale de la sécurité d'État et de la Direction générale des études et de la documentation du Maroc qui se sont impliqués par le dialogue pour pouvoir les libérer. Ce n'est pas par les hommes qui ont été libérés. Vous savez, c'est très facile de se mettre dans une posture pour dire on ne négocie pas avec ces gens-là. On ne négocie pas avec ces gens-là. Moi j'ai dit, moi je ne vais jamais pardonner les 15 militaires égorgés à Aguelok. Et pourtant les commanditaires sont aujourd'hui au CNT, sont aujourd'hui à Bamako, sont aujourd'hui quelque part au gouvernement. Sans justice, on accepte ça. Vous comprenez? Mais cette information la paix n'a pas de prix. Non, la paix n'a pas de prix. Quel jugement qui a été arrêté pour cause pour avoir égorgé les 15 militaires maliens ou les 12 militaires maliens à Aguilon? On n'a jamais assisté à un jugement. Sauf erreur de ma part, je ne sais pas si les communautaires ont été arrêtés. Vous comprenez? Sauf erreur de ma part, j'ai dit. Je ne sais pas. Vous comprenez? Et sauf erreur de ma part, je ne sais pas si un jugement a eu lieu contre les commanditaires de cet acte ignoble. Bon, parlons de la mise en œuvre du document. Donc, j'ai dit ça, c'est fait par la vulgarisation, ça sera fait par la vulgarisation. Mais la paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, on sait, les capitales de régionales sont sécurisées, le district est sécurisé. Sur les 159 secteurs, 130 à 140 secteurs sont sécurisés. Mais tout le problème du Mali réside aujourd'hui entre les arrondissements et les villages. Et on l'a même reconnu. Lors de la présentation du plan d'action gouvernemental du général de Ablaye Maïga, vous comprenez? On a étalé les problèmes. 2008 écoles fermées et autres. On ne peut pas lutter contre cette insécurité-là uniquement par les armes. Forcément, il faut dialoguer à un certain niveau, il faut négocier à un certain niveau. Vous dites que tout le monde n'a pas été appelé. Déjà, on a un document. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'on peut reculer encore? C'est pas possible. Moi, pour avoir la paix, moi je ne partirai même pas de ce document. J'ai dit, je ne partirai pas de ce document. J'ai dit que c'est un document de référence
comprenez? Mais là, je partirai forcément par la négociation, par la rencontre avec ceux qui se sont mis en marche de l'État aujourd'hui. Les rencontrer, pas ailleurs, mais au Mali. Les rencontrer, demander leurs problèmes, essayer de trouver une solution à ça. Moi, je partirai de ce postulat-là, mais je ne partirai pas de ce document. J'ai dit, je l'aurais dit, ce document n'amènera en rien la paix au Mali. C'est juste un document de référence. D'accord, merci M. Abdallah. Je vais vers M. Soumano, la mise en œuvre de ce document. Parce qu'il faut le dire aussi, vraiment, ça a été un long processus, ça a été bien ficelé, fait par les Maliens et au Mali. Mais la mise en œuvre, souvent, c'est des problèmes. Selon vous, cette fois-ci, est-ce que ça sera réel? Bon, vous savez, moi, j'ai toujours... Mon leitmotiv, c'est toujours de voir le verre à moitié plein. Donc, je ne voudrais pas... franchement, je ne vois pas d'inconvénient ou de difficulté majeure pour sa mise en œuvre. Pour moi, je vois plutôt un boulevard dans le cadre de sa mise en œuvre. Parce que déjà, il y a une particularité. Le format de la remise, la forme plutôt de la remise, ça a été remis à la première personnalité du pays, devant Dieu et les hommes. Et c'était en direct. Avec tout le monde a parlé avec le cœur. Donc déjà, ça veut dire que toute personne, tout acteur qui est censé être impliqué dans la mise en œuvre va le faire avec beaucoup plus de doigté et tout ça. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ce document également, comme les gens, beaucoup ont peut-être des préoccupations, mais je pense qu'on va tirer des enseignements de tout ça pour que ça ne soit pas, encore une fois, un document de trop. Parce que peut-être, ça peut aussi être la solution, ça peut aussi être la panacée. Mais pour moi, il ne faut pas être pessimiste. Déjà, il y a un ministère déjà pour chapeauter tout ça. Mais justement, le ministère, c'est d'ailleurs la cohésion nationale de conciliation. Le nom a été choisi à bon escient. Je savais aussi, enfin, c'est comme si déjà on savait que le document serait déjà disponible avant que la transition ne puisse prendre fait. Donc maintenant, moi je me dis également un autre élément qui me paraît important. Ça, c'est aussi le travail de la justice. Vous savez, au départ, la justice, c'est le social, en fait. Donc, les lois sont faites pour être appliquées. Mais souvent, les justiciables peuvent penser souvent que la justice a été dure. Mais sur la base de ce document-là, les juges ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour rendre la justice dans le sens de la réconciliation, par exemple. Donc, il y a plus de marge de manœuvre pour elle. Et moi, je me dis, dans ça, il y a le métier le plus difficile. Et franchement, je ne sais pas comment ils font, mais moi, je leur tire chapeau. C'est vraiment les magistrats. Ils sont vraiment face à un dilemme, mais ils sont très professionnels. Et ce document les conforte dans leur prise de décision. Et de la même manière également, des décisions politiques par rapport, j'allais dire, à certaines libérations relaxes, ou en tout cas par rapport à la grâce présidentielle, ça conforte également le président de la République pour un certain nombre d'actes symboliques de gracier des personnes dans le sens de la réconciliation. Donc pour moi, il faut voir le côté positif. Alors, le fait de dire, il y a combien de villages qui ont signé de moi, je n'ai pas cette information-là, mais c'est que sûr, aujourd'hui, si on fait une comparaison de la situation d'il y a 10 ans à maintenant, beaucoup d'efforts ont été faits. Quand un pays a perdu les 3/4 de son territoire pendant 10 ans, on ne peut pas, avec tout le temps qu'on a eu, d'ailleurs moi je dirais que le temps qu'on a fait pour recouvrer l'entièreté pratiquement, ça c'est, il faut encore tirer chapeau à nos autorités. Et donc c'est quelques poches de résistance, ça c'est normal, parce qu'aujourd'hui on se voit tous le changement de mode opératoire des djihadistes. Ce n'est plus des villages entiers qui prennent en otage, mais ça prend maintenant à des installations économiques pour pouvoir maintenant ternir l'image de notre pays. Donc moi j'estime que de mon point de vue, très franchement, moi je reste optimiste quant à l'application, et comme vous l'avez vous-même dit, il y a un ministère dédié, il y a des experts qui sont dédiés, et aujourd'hui, ça va devenir un négo malien, parce qu'on a dit personne ne parlait à notre place pour résoudre le problème. Donc ça veut dire que tout le monde est interpellé. On est obligé d'appliquer ça. Mais pratiquement on est obligé, parce qu'il faut quand même qu'on atteigne les résultats probants de mon point de vue. D'accord. Docteur Touré, le ministre Wagué a prononcé vraiment un discours qui était vraiment plein de sens. Et il y a un extrait, il dit: le Mali ne mène pas une guerre contre une ethnie. Le Mali mène une guerre contre les terroristes.
Parce que souvent aussi, quand vous écoutez certaines chaînes ou bien vous voyez, il y a certains détracteurs qui pensent que bon, le gouvernement malien est en train de mener la guerre contre une communauté. Donc le ministre Ouaga a été très clair et pour dire que parmi les terroristes, il y a beaucoup d'ethnies, il y a des Peuls, il y a des Bamana, il y a des Sora, il y a des Tamashek, il y a tout là-dedans. Nous menons une guerre contre les terroristes et non une ethnie. Il l'a bien précisé. Donc ce qu'il dit, c'est tout à fait comme on dit, les terroristes c'est qui? Ça peut être n'importe qui. Oui. Donc il n'y a pas une guerre contre personne. Donc le Mali défend ce qu'on appelle sa survie. Maintenant, pour comprendre un peu, vous serez d'accord avec moi que Poutine et Trump vont se rencontrer le 15 pour le cas de l'Ukraine. Vous serez d'accord que malgré tout, il y a les échanges de prisonniers, il y a les échanges de renseignements. Même des territoires, on parle. Mais il n'y a jamais eu de négociation directe entre Poutine et Zelensky pour la paix. Il faut que les gens comprennent. On n'a pas dit de ne pas négocier. On peut négocier pour les prisonniers, on peut négocier pour... Mais la posture malienne est que pour négocier la paix véritable, la véritable réconciliation, qui stipule qu'on a notre souveraineté, que les gens déposent les armes et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ça c'est clair. Maintenant, rentrer dans les débats sensationnels, ça c'est autre chose. Maintenant, pour revenir, les villages, je donne un exemple. Tu pars à Kidal, moi je suis de Tombouctou, tu peux partir. Mais quand tu pars seul, il est difficile d'arriver. C'est ce qu'on appelle le blocus. 2 ou 3 personnes peuvent t'arrêter, te retirent ta voiture, brûlent le camion. Mais dès qu'il y a convoi sécurisé, on ne parle pas de blocus. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où l'État est en train de renforcer les capacités pour libérer les voies de transport. Mais on peut dire que blocus, il n'y a pas de... Mais souvent, c'est des individus qui se cachent dans la nature, qui empêchent que les gens fassent leur va-et-vient. Mais dès que l'armée est présente, ils ne sont plus là. Maintenant, pour continuer, on n'a jamais dit qu'il faut oublier la justice. Moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui viennent doivent être jugés. Par exemple, le bateau de Tombouctou. On demande quoi? Justice et réparation pour les violences faites à nos populations. On n'a jamais dit de pardonner. Maintenant, pour continuer, ce que Ouaga dit, c'est vrai. Nous sommes dans une désinformation totale. Oui. Totale, une désinformation qu'on ne comprend même pas. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'instrumentalisation des États sponsors par la désinformation, par les valeurs locaux. Et dans leur logique aussi, remettre en cause tout ce qui s'est passé, moi je ne suis pas d'accord sur ce point. Maintenant, la désinformation qui est contre le Mali, c'est surtout l'instrumentalisation du terrorisme. Certains cherchent à instrumentaliser la lutte terroriste pour revenir au Mali et asseoir leur dictat pour les besoins de ressources. Je donne un exemple. Si vous avez suivi le début du mois ce jour, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus le tourisme classique. Attaquer des usines, brûler des maisons, brûler des récoltes. Est-ce que ça c'est tourisme? Donc c'est des gens qui veulent pousser coûte que coûte l'État à s'intéresser à eux en situation de faiblesse pour les appeler à négocier. L'État, la porte de la négociation, elle est ouverte. Mais ce que Ouaga dit, c'est une désinformation, ça je le confirme. C'est une désinformation qui est orchestrée par des États sponsors qui veulent utiliser la lutte terroriste pour revenir ou bien pour saisir nos ressources. Et aussi, qu'est-ce qu'on a constaté? Derrière cette désinformation, on ne magnifie jamais le travail du Mali. On ne fait que chercher des relais. Accentuer le négatif. À un instant T. Au même moment où il y a attaque, tu vois la vidéo sur des chaînes occidentales. Mais ce que l'État fait. Les chaînes occidentales donnent directement les attaques terroristes au Mali. Au même moment où les attaques sortent, les vidéos circulent, les sponsors étatiques véhiculent, les valeurs locaux aussi véhiculent. Donc il y a vraiment, c'est une organisation pour déstabiliser le Mali. Je ne sais pas à quelle fin. Heureusement, le gouvernement a compris qu'il ne faut pas être dans cette logique. Le Premier ministre l'a dit à son voyage, au cours de son voyage, pour dire que tout ce qui se passe au Mali, ce n'est que de la désinformation. Les gens utilisent l'information pour saper le moral, décourager les investisseurs, pour dire qu'au Mali, il y a ce qu'on appelle les tensions communautaires, les conflits. Même les mots djihadistes là, ça n'existe plus. C'est des touristes. D'accord. Tout ça, c'est pour créer une confusion. D'accord. Monsieur Abdallah, ce que je ne comprends pas, il l'a dit avec des gens qui se focalisent sur le négatif, mais dans les villages, nous venons tous d'un village. Dans aucun village du Mali,
tu vas trouver que cette famille sont en guerre, les Peuls et les Forcerons sont en guerre, et les Maracas et les autres là sont en... Non, tu vas trouver que dans tous les villages, tu ne trouveras même pas 2 personnes qui vont se quereller. Mais d'où vient cette guerre, d'où vient cette idée pour dire que voilà, les autorités dirigent la guerre contre cette ethnie. Alors que dans nos villages, il n'y a jamais eu de problème entre 2 familles ou bien 2 villages qui se combattent. Bon, je ne pourrais pas porter un jugement sur ça, parce que force aussi est de reconnaître que le problème dont vous parlez a persisté au centre. Vous comprenez? C'est vrai, on n'a pas été là-bas, on a eu beaucoup d'écho par rapport à ça. Vous comprenez? Mais avec les instruments traditionnels de négociation, peut-être beaucoup de ces villes ont été mis hors d'état de nuire. Vous savez, je me rappelle encore de ce magistrat de la Cour suprême, lorsque la commission de la rédaction de la charte a rencontré la Cour suprême. Je le salue ici. Il a dit, quand vous demandez à ces terroristes, à ces guerres de déposer les armes, en contrepartie, il faut leur proposer quelque chose. Voilà la parole d'un magistrat, d'un vrai magistrat. Et ça, c'est la voie de la paix. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas d'amnistie, on ne dit pas de ne pas négocier. Mais donc la paix à tout prix. Non, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Je salue ce magistrat, je ne connais pas son nom, mais je l'ai écouté dire que quand vous proposez à ces djihadistes, à ces trucs de déposer les armes, aussi, il faut que la justice passe. Non, non. Même dans ce document-là, qui vous a dit que la justice ne passera pas, il a dit, la charte pose le principe du refus de l'impunité, tout en reconnaissant la possibilité du pardon et de la réparation du dialogue comme moyen privilégié de résolution. Même la charte le supprime le dialogue. Et vous ne voulez pas aller au dialogue. Vous savez, on ne rendait jamais service à nos autorités en essayant de peindre tout en blanc. Cette transition a beaucoup fait pour la sécurité au Mali. Beaucoup. Au niveau de l'équipement, que ce soit la récupération des 14 emprises MINUSMA et beaucoup d'autres. Pratiquement les 19 régions du Mali sont sous l'emprise de nos forces armées de sécurité. Personne ne peut n'y vivre. Il y a 5 ans, 6 ans, ce n'était pas le cas. 150 à 140 cercles sont aujourd'hui sécurisés. Ce n'était pas le cas il a 5 ou 6 ans. Ils ont beaucoup fait. Ces militaires ont beaucoup fait pour le Mali. Mais à un certain niveau, il va falloir arrêter et utiliser d'autres paramètres. Il faut forcément intégrer le dialogue dans ces paramètres de négociation-là pour pouvoir avoir la paix. Les armes seules ne peuvent pas suffire pour amener la paix. D'accord. Monsieur Soumano, il y a, je crois, une semaine déjà, le même ministre Ouagué était à Gao. Il a rencontré les légitimités traditionnelles parce que vraiment, leur rapport est très grand dans la paix et la sécurité. Donc aujourd'hui, avec la désinformation, d'autres pensent que non, le Mali mène une guerre contre la communauté, alors qu'en réalité, si vous vivez dans nos villages, cela n'existe pas. Heureusement qu'on a identifié la source de la désinformation. On sait que c'est une stratégie pour, comme l'a dit M. Touré, de pouvoir saper le moral, de pouvoir amener les gens à se retourner et à déstabiliser notre pays. Heureusement que ça a été su tôt. Et des mesures réparatrices sont en train d'être engagées, avec beaucoup d'élégance d'ailleurs, par nos autorités pour pouvoir véritablement recadrer les choses. Ça, c'est important. Maintenant, c'est-à-dire que tous les Maliens doivent jouer ce rôle de sensibilisation. Et on sait, c'est nous qui vivons au Mali. On n'est pas, on a cette chance d'être né et d'avoir grandi, de vivre, encore de rester vivre. Donc, nous, entre nous, on peut se parler, on peut dire que ça, c'est de la désinformation. Maintenant, de la même manière, il faudrait que nous puissions continuer également à voir d'autres canaux pour que d'autres qui pensent, qui sont déjà dans l'adhésion a été emportée, qu'on puisse aussi leur faire changer d'avis, de perception. Et à tous les niveaux, moi je suis témoin oculaire, en tout cas j'ai participé à beaucoup de prises de parole au niveau international par nos autorités, c'est ce message fort que nos autorités passent. Et je pense que ça aussi, c'est une très bonne stratégie. Le savoir communiquer à un moment T et à un endroit bien précis, c'est important. Parce que justement, on pouvait, si on n'avait pas, on ne s'était pas levé tôt
pour pouvoir véritablement inverser la tendance, peut-être que les choses allaient être compliquées. Mais heureusement qu'avec juste la finesse d'esprit et de l'analyse de nos autorités, parce que n'oublions pas que, en tout cas, le Premier ministre, il est diplomate de formation. Et la communication, c'est un outil important de la diplomatie. D'accord, on va un peu inverser. On va maintenant aller sur le voyage du Premier ministre au Japon, au Turkménistan. Après, nous allons clore avec le sport. Donc, je vais vers vous, M. Soumano. Oui. Vous faisiez partie même de ce voyage-là. Oui. Aujourd'hui, après l'Espagne, après donc, le Japon, le Turkménistan aussi, aujourd'hui, vraiment, le Premier ministre, partout il a passé, il a fait un discours très, très inspirant, un discours d'espoir. Donc, vous étiez au voyage du Japon. En réalité, aujourd'hui, l'image du Mali. Merci bien, Antoine. Déjà, je voudrais remercier l'APEX, Agence pour la promotion des exportations, et les féliciter avec l'Agence pour la promotion des investissements, avec à leur tête respectivement M. Cissé et M. Touré, et avec leur ministre, qui ont quand même permis de jeter les bases de la collaboration du point de vue économique et des affaires entre le Mali, les opérateurs économiques maliens et japonais. Et remercier en même temps les jeunes patrons, parce que moi j'ai quand même conduit j'étais à la tête d'une délégation de jeunes patrons, on était 7 à avoir fait le déplacement, un long voyage, très fatigant avec le décalage, mais on n'a pas regretté. Donc ce qu'il faut noter aujourd'hui, je sais que je disais en début de propos, que vraiment on vient avec une valise pleine d'espoir et d'espérance. C'est important, ça veut dire que les promesses de la pluie ont tenu des fleurs. Donc, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Il s'agissait de quoi en réalité pour le voyage du Japon? C'était d'abord, le contexte, c'est l'expo universelle. Donc, tous les États du monde sont invités pour pouvoir parler de leur culture, etc. Et nous, nos autorités ont eu la présence d'esprit de créer en marge, de mettre en place en marge de la journée du Mali, parce que chaque pays qui participe a une journée dédiée. La nôtre, c'était le 2 août, samedi 2 août. Et avant le 2 août, comme je le disais tantôt, nos autorités avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, on a créé un business forum. C'était le vendredi 1er. Et donc ça a permis de porter la voix du Mali, de porter la diplomatie économique au service de la vente, de la promotion de la destination Mali, où les opérateurs économiques se sont massivement mobilisés pour venir. Donc il y avait la Chambre de commerce, beaucoup d'opérateurs de la Chambre de commerce, du Conseil malien des chargeurs, également des jeunes patrons. Donc ensuite, après les différents discours, il y a eu des B2B, donc pour permettre aux deux opérateurs de se connaître. Et il y a eu une métaphore que j'ai retenue du ministre de l'Industrie et du Commerce qui dit il faudrait que les Japonais viennent investir maintenant, sinon il sera déjà trop tard. Et aussi le plaidoyer du ministre de la culture, qui a vraiment vendu le Mali à travers, la destination Mali à travers sa culture, et en montrant aussi la proximité culturelle entre les Japonais et les Maliens. Ça, c'était déjà une très bonne recette, et ça a permis aux Japonais d'être rassurés quant à notre destination. Maintenant, le deuxième jour, ça c'était le samedi, ça, le Premier ministre, c'est là où le Premier ministre a pris la parole, la parole à la tribune qui a été dédiée à celle du Mali, où il a laissé de côté d'abord son discours officiel pour insister sur la désinformation dont fait l'objet le Mali. Et il a dit qu'il faudrait que les Japonais qui vont aller regarder des médias sociaux ouverts, que les informations pour la plupart sont pas il n'y a aucune vérité là-dedans. Et qu'il faudrait qu'il fasse attention. Donc ce message est perçu, et en passant même, il a parlé un peu quelques mots japonais. Et donc je veux dire, là, il a vraiment porté son habit de vrai diplomate. Et comme je l'ai dit, la diplomatie va de pair avec la communication. Et pour couronner le tout, nous avons nos artistes aussi, qui ont valablement représenté le Mali, parce que les Japonais ont dansé au rythme de la diaspora aussi. Maintenant, je finirai par ça. Et le dernier jour, le dimanche, c'était la rencontre avec la diaspora. Donc, il y a 250 Maliens aujourd'hui établis au Japon, pour la plupart des étudiants, mais pour aussi ceux qui sont dans les entreprises manufacturières, dans les industries manufacturières qui travaillent. Et aujourd'hui, les questions, les préoccupations qui ont été soulevées par le président de la communauté malienne au Japon, le Premier ministre a apporté les réponses les plus idoines. Maintenant, après, il y a eu quelques visites, parce qu'il est important
il y a des grands noms en termes de société, notamment les Panasonic. Donc le Premier ministre a eu droit avec ses membres de la délégation de voir un peu quels peuvent être les rapports. Donc moi je veux vraiment féliciter, en tout cas cette étape de la visite du Premier ministre a été une grande réussite. Merci. Monsieur Yattara, après le Japon, le Premier ministre est parti au Turkménistan pour la rencontre des pays sans littoral. Parce que vous voyez qu'avec le commerce aussi, nous sommes un peu pénalisés par ça. Et nous sommes à peu près à 1000 km de chaque port, si je ne m'abuse. Donc voilà, selon vous aussi, vraiment, cette rencontre, il a porté haut, vraiment dans un discours très très ouvert. Oui, effectivement, au Turkménistan, je crois qu'il était là-bas pour représenter d'abord les 3 pays de l'AES. Oui. Et à la 3e, je crois, conférence des Nations Unies sur le développement des pays sans littoral. Vous comprenez, donc il a profité de là pour vaillamment défendre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aussi la Convention de 1965 relative au commerce des transits des États sans littoral. Effectivement, et ils ont profité de ça aussi pour faire le bilan de la mise en œuvre du programme de Vienne par rapport aux pays sans littoral. Et il a plaidé la cause des pays sans littoral, effectivement, pour un accès juste et équitable à la mer. Mais je crois que de cela, effectivement, c'est paradoxal qu'on parte défendre quand même cette cause-là et que nous-mêmes, on se trouve un peu pas en harmonie avec les pays de transit au niveau de la CEDEAO ici. Je crois qu'en quittant la CEDEAO, peut-être qu'on s'est aussi mis... Mais je pense qu'il n'y a pas de problème de l'humanité entre nous, hein? Non. Les gens circulent normalement. Non, pas du tout. Il ne faut pas cacher. C'est les commerçants, les opérateurs économiques qui peuvent dire la réalité aujourd'hui. Nous, peut-être, on peut spéculer, mais les commerçants et les opérateurs économiques savent réellement les difficultés qu'ils ont aujourd'hui au niveau de ces différents ports-là aujourd'hui. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout facile pour eux. Et nous les saluons au quotidien. Et nous soutenons tout ce qu'ils font pour ces pays-là, pour que vraiment l'approvisionnement... Mais les tracasseries aussi, c'est négatif pour ces mêmes pays, parce qu'ils gagnent aussi. Non, vous savez, de toute façon, il a toujours une ambition de pouvoir nuire au Mali. Comprenez? Et ça, qu'on le dise ou pas, ces pays de transit, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire principalement, ou principalement l'essentiel de nos importations passe par ces 2 pays-là. Et c'est sûr que les opérateurs économiques, nos commerçants ont des difficultés aujourd'hui. Et ils sont aussi sur la Guinée et l'OMU aussi, il ne faut pas oublier. La Guinée, en réalité, c'est uniquement pour les équipements militaires. Vous comprenez, pas grand-chose de transit de commerce avec la Guinée, mais 100% de nos équipements militaires passent par le port de Guinée. Effectivement. Donc maintenant, moi j'ai dit qu'à ce moment, il va falloir que nous rencontrions effectivement, après avoir quitté la CAO, qu'on développe effectivement les relations bilatérales avec ces différents pays de transit-là, pour vraiment faciliter nos importations et puis rendre la vie facile à ces... Mais on peut dire aussi que le Mali est vraiment rayonnant aujourd'hui sur le plan international, avec ces différents voyages. Bon, on s'ouvre. Effectivement, après la 4e conférence qui s'est passée en Espagne pour le développement, on vient de quitter le Japon, le Turkménistan, et c'est ce qu'on demande. On ne peut jamais se développer en autarcie, forcément il va falloir s'ouvrir au monde. Comprenez? Et je salue d'abord le Premier ministre par rapport à ça. Il est en train de prendre son bâton de pèlerin pour vraiment expliquer les différents problèmes du Mali à l'extérieur et vendre la destination au Mali. Et c'est ça le plus important. Et il a mené avec lui, je crois, le code minier, le nouveau code minier et puis le code des investissements pour pouvoir vraiment expliquer à ces étrangers-là de venir investir au Mali. Et je crois que c'est de bonne guerre, mais tout ceci devait être couronné aussi par un bon climat des affaires ici, forcément. Donc il va falloir que nous aussi, nous pourrons aussi, et la bonne gouvernance, aussi la lutte contre la sécurité, pour aussi encourager les Occidentaux à venir investir ici. Il y a les jeunes patrons à côté de vous, je pense que c'est tombé dans le... Merci, Dr Touré, avec ces différents voyages du Premier ministre, vraiment aujourd'hui, l'image du Mali est vraiment rayonnante sur le plan international. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu avec ces différents voyages-là? Bon, les 2 voyages, ce qui ressortent après quelques analyses, c'est que lorsqu'on regarde un match, on peut commenter, mais lorsqu'on joue, c'est une autre réalité. Donc le Premier ministre a profité de l'occasion, a saisi l'opportunité pour lutter contre la désinformation de façon générale. Quand on parle de désinformation... Il a parlé beaucoup de souveraineté aussi. Oui, la désinformation, les États sponsors, montrer la diplomatie souveraine sans ingérence, qui montre que le Mali refuse
l'isolement. Le Premier ministre a surtout mis l'accent sur les principes sacro-saints de l'AES. C'est-à-dire que, pour que les gens comprennent, l'AES, comme son nom l'indique, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a une désinformation contre ces pays. Et nous saluons le travail abattu par la DIRPA concernant l'aspect sécuritaire. Et nous saluons aussi la désinformation par tout bon Malien qui utilise les moyens logos pour lutter contre la désinformation. Et quand on parle de désinformation, certes, nous allons parler des embargos. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de dire que la charte refuse de négocier. Or, les conditions pour négocier, c'est quoi? Les conditions sont connues. Et il n'a jamais été dit que le Mali refuse de négocier. Il n'a jamais été dit que le Mali refuse de s'ouvrir. Il n'a jamais dit qu'au Mali, il y a une guerre directe contre une communauté. Il n'a jamais dit au Mali qu'il y a la fuite des investisseurs. Il n'a jamais dit au Mali qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc, ce voyage a permis non seulement au Premier ministre et à sa délégation de montrer aux uns et aux autres. Au Mali, il y a la culture, il y a la valeur endogène. Et cette valeur endogène a été transmise et transcrite dans la charte actuelle. C'est pour dire que désormais, les discussions entre Maliennes sont gérées par les Maliens, à travers la culture et à travers la médiation inter-malienne. Maintenant, les aspects extérieurs, c'est géré par la diplomatie souveraine, sans ingérence. Et si vous voulez de la bonne information, contactez qui de droit. C'est pour ça que j'avais dit au départ, lorsqu'on regarde des matchs, on peut commenter, on peut donner, mais lorsqu'on est sur le terrain, là c'est une autre chose. Voilà, merci bien. Donc nous allons terminer avec le chapitre sportif. Soumano, oui. Donc on n'a pas eu la coupe, oui. Mais en réalité on a été vice-champion. Oui. Donc bravo vraiment à nos aigles dames, oui. Qui ont vraiment mouillé le maillot. Et c'est pas la première fois, le basket, toujours le Mali vraiment a occupé un très bon rang. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos autorités et surtout à ces braves dames-là qui ont défendu les couleurs du Mali? Déjà, je vais les féliciter, leur dire bravo, bravo à la fédération de basket, bravo au ministre qui est l'artisan, parce que c'est un monsieur qui fait un travail remarquable, pas seulement pour le basket, mais pour toutes les disciplines. Et l'un de son credo, c'est que quand il est arrivé à la tête de ce département, il avait été choqué d'avoir appris que le Mali n'a jamais eu par exemple de médaille olympique. Ça, il se bat d'ici 2028 pour qu'au moins ça donne chance. Ça, il faut lui mettre à son actif. Moi, personnellement, je suis très proche du milieu sportif parce que je collabore très étroitement avec le ministère en charge des sports et aussi avec des fédérations. Donc, il y a la fédération de football, il y a la fédération de football, il y a la fédération de boxe, de taekwondo. Le basket, pas encore, mais je les suis. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis actuellement parce que tout le monde est associé. Vous savez, le ministre a fait des actions, notamment les états généraux, et il y a aussi des commissions qui sont à son niveau, qui ont été mises en place pour réfléchir à comment faire rayonner. Maintenant, si on regarde le dernier scandale qui a fait que des gens se sont mis contre le Mali pour empêcher la participation de notre pays, vous comprendrez que c'est fait à dessein parce que c'était sûr que... Ça, c'est un autre débat. Voilà, non, je le dis. Donc, je fais une analyse. Maintenant, par rapport à ça, on pouvait prendre la coupe, mais même si on n'a pas pris la coupe, on a fait un bond. Parce que le dernier sac, ça remonte de 2007. Il y a 17 ans maintenant. Et donc, de là, le Mali n'a jamais occupé cette place. Donc, on a voulu prendre la coupe, mais on ne l'a pas eu, on a été deuxième. Donc, ça veut dire qu'on est revenu de loin. C'est vrai que les autres éditions, on est quatrième ou troisième, mais on est quand même deuxième. Et on va tirer des enseignements parce que c'est des jeunes. Et d'ailleurs, la leçon de patriotisme a été donnée par une d'entre elles qui a renoncé à son contrat. C'est Gakone qui a renoncé à son contrat pour venir. Se battre. Et elle a eu un autre contrat. Hein? Mais justement, comme on dit, comme Dieu ne dort pas, comme on le dit. Donc tout ça, c'est pour vous dire que aussi, il y a aussi de nombreux asmis dans le domaine sportif. Donc on voit peut-être pour le basket, mais peut-être au mois de décembre au Maroc, on va espérer aussi au moins que les Aigles puissent remporter un premier trophée continental au Maroc. Votre co-débatteur a fait un petit sourire sur ça. Donc, M. Yatara, le basket malien aujourd'hui. Bon, juste avant d'arriver dans le basket, je dirais tout simplement que Moussa Traoré, Amadou Toumane, Thierry Ibeka ont tous été victimes des laudateurs qui sont des spécialistes en changement de veste.
Comprenez? Donc il faut faire beaucoup attention. D'accord. Vous savez, le basket, c'est la discipline sportive qui nous apporte le plus de satisfaction. Et concernant les dames, toutes catégories confondues, aujourd'hui, il faut reconnaître que le Nigeria aujourd'hui a un niveau où peut-être qu'il sera très difficile de pouvoir battre le Nigeria. Sur les 5 dernières éditions, le Nigeria a gagné les 5 dernières éditions, et 3 fois contre le Sénégal et 2 fois contre le Mali. Vous comprenez? Mais je crois qu'on doit revoir les règlements du basketball. Parce que tout simplement, que ce soit avec le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou même le Soudan du Sud, c'est des Américaines qui sont naturalisées pour la circonstance. Vous comprenez? Et là, le Mali, je suis fier du Mali, le Mali joue à 100% avec des Maliens. Vous comprenez? Quand je prends Sierra Leone au Nigeria, au Cameroun, c'est pareil, plutôt au Sénégal, c'est une Américaine naturalisée pour la circonstance. Quand vous prenez même l'Ouganda, il y a une Américaine blanche même qui a été naturalisée pour la circonstance. Quand vous prenez le Soudan du Sud, elle est même parmi les 5 majeurs, c'est une aussi Américaine qui a été naturalisée sud-soudanaise. Vous comprenez? Mais le Mali paie aujourd'hui le prix de sa formation depuis à la base. Et là, je suis vraiment fier de notre sélection nationale féminine. Mais il va falloir que vraiment FIBA revoie ces règlements-là. Et je peux comprendre que des Américaines d'origine sénégalaise, d'origine ivoirienne, d'origine ougandaise jouent, je peux le comprendre. Mais prendre des Américaines, les naturaliser pour la seconde et les faire jouer, je crois que ça déséquilibre complètement, ça fausse complètement le jeu. Donc sur le plan réglementaire, il faut revoir. Non, il faut vraiment revoir ça. Sinon, vraiment, notre formation féminine aujourd'hui, personne ne peut la battre en Afrique aujourd'hui. Si on joue uniquement avec des joueuses 100% des nationalités de leur pays, personne ne peut battre. Aucun pays ne peut battre le Mali aujourd'hui. D'accord. Docteur Touré, à l'unanimité, tous les Maliens disent bravo vraiment à nos dames, les basketteuses. Oui, ce qui ressort directement, ce Mano l'a touché, c'est le patriotisme, l'engagement des dames, contrairement à d'autres personnes ou à d'autres disciplines qui auraient exigé des primes, même de bouger. Donc c'est pour dire que les basketteuses ont montré l'exemple. Tu es en train de toucher une plaie. Oui, c'est pour dire qu'ici il y a le patriotisme de fait. C'est pour dire qu'il y a l'engagement, la détermination. Certes, les primes, les indemnités seraient des droits, mais à un moment donné, Sika a montré qu'il faut se donner. C'est pour ça que j'avais dit au départ, dans cette histoire de vice-présidence, de vice-championne, nous devons célébrer Sika et toute son équipe. Elles ont vraiment montré le meilleur cas. Donc c'est des cas de patriotisme à véhiculer, à enseigner au niveau des écoles. D'accord. Merci. Merci docteur Touré. Déjà, Fousseni me fait signe déjà. Donc juste en quelques secondes, votre dernier mot pour sortir. Bon, pour le dernier mot, comme je l'ai dit, c'est pour donner un encouragement à tous les Maliens pour comprendre que la situation du pays est dans une nouvelle phase de désinformation. D'État sponsor par des valeurs locaux, mais l'avenir reste, je reste serein quant à l'avenir et je reste convaincu que la charte, c'est une porte de sortie pour le Mali. Monsieur Yatara. D'abord, souhaiter bonne chance à nos aigles seniors hommes qui commencent aussi la conquête du trophée africain à Luanda à partir de Nangola, oui. Voilà, donc je leur souhaite vraiment bonne chance. Et bonne chance aussi pour la paix au Mali. J'invite vraiment le président de la transition à écouter aussi les voix discordantes. Et nous ne sommes pas contre le Mali, nous ne sommes pas contre lui, mais aussi certaines vérités aussi se trouvent dans les voix discordantes. D'accord. Monsieur Soumano. Bon, nous on est Maliens, nous on ne dit pas qu'on est voix discordante, nous on travaille même si on n'est pas associé à la prise de décision, nous on travaille à ce que le Mali aille de l'avant. Donc voilà. Et nous voulons que tous les Maliens parlent le même langage et que les laudateurs dont tu parles, peut-être qu'il y a des aigris parmi les laudateurs là et qui pensent que tout le monde aussi est laudateur. Voilà. D'accord, merci Dr Touré, merci Soumano, merci Monsieur Yatara. Donc c'était Regard d'aujourd'hui. Merci vraiment. Donc je pense que vous serez là le samedi prochain. Aussi, hein. Non, moi je vais veiller. Je vais au gré. Il n'y a pas de problème, merci bien. Merci. Donc chers téléspectateurs, merci. C'était votre émission Regard croisé. On était en réalisation Bintou Napo, au son Fousseni Edaou et à la diffusion et Draman Konen. Nous vous donnons rendez-vous pour le samedi prochain pour un autre numéro de Regard croisé. Merci et à très bientôt.